passe la parole à Jean-Marie. Enfin, je demande un secrétaire de séance. Je me propose de l'être. Et je passe la parole à Jean-Marie. Madame Benoît. Présente. Madame Briat. Présente. Madame Calvario. Présente. Madame Chabani. Présente. Madame Chalupé, pouvoir à Sylviane Briat. Madame Daniel. Présente. Madame Hersan. Oui. Madame Joran. Présente. Madame Mbaye. Présente. Madame Monod. Absent. Excusez. Madame Neveu. Présente. Madame Pain. Présente. Madame Papi. Présente. Madame Perretto. Présente. Madame Pinson. Présente. Madame Roussel. Présente. Madame Trémolière. Pouvoir Jean-Marie Lejeune. Madame Vanelsu. Absente. Excusez. Monsieur Blondel. Présent. Monsieur Bouffel. Monsieur Collin. Présent. Monsieur Colibali. Présent. Monsieur Dartois. Présent. Monsieur Ferloni. Présent. Monsieur Gréat. Présent. Monsieur Jarry. Présent. Monsieur Legendre. Présent. Moi-même. Monsieur Leveigneur. Absent. Excusez. Monsieur Saintier. Présent. Monsieur Taguerceau. Absent. Excusez. Monsieur Thierry. Pouvoir Monsieur Collat. Oui. Et Monsieur Torel. Oui, présent. Le quorum est atteint. C'est quelqu'un qui arrive? C'est du public. Donc, affaire générale. Point numéro 1, approbation du procès verbal de la séance du conseil municipal du 19 décembre 2022. Y a-t-il des questions, des observations sur ce compte-rendu du conseil municipal? Aucune. Donc je soumets au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Unanimité. Merci. Point numéro 2, avis sur le projet de modification numéro 2 du plan local d'urbanisme intercommunal Valence schéma de cohérence territoriale, PLUI Valence Côte, et je passe la parole à Monsieur Lejeune. Je la prends. Je suis à vous tout de suite. Donc, cet avis concerne une modification pour le PLUI Valence Côte. Cette modification consiste à procéder à des modifications de règlements écrits, des règles graphiques, des plans de zonage et des orientations d'aménagement et de programmation, et d'harmoniser certaines règles avec celles présentes dans le PLUI-H de l'agglomération Seine-Eure. Ces modifications ont pour objectif de faciliter la mise en œuvre de projets urbains et l'instruction de demandes d'instruction du droit des sols sur des projets qui respectent la philosophie générale des règles du PLUI Valence Côte. Il s'agit également de procéder à la rectification d'erreurs matérielles faites au moment de l'élaboration du PLUI Valence Côte, de faciliter sa lecture, sa compréhension et donc l'application du règlement. Cette modification permet également de faire évoluer les règles de clôture. Je vous renvoie tout de suite aux documents qui étaient joints en annexe, qui me paraissent intéressants. Chacun peut les observer. Donc ces modifications vous sont précisées dans ce document. Le premier tableau me semble intéressant à commenter quelque peu. 3 couleurs, 3 zonages pour notre commune. Une zone champêtre, une zone intermédiaire, une zone urbaine. Vous avez donc le règlement qui précise sur ces 3 zones les limites le règlement concernant les limites d'emprise publique et les limites séparatives. Pour les clôtures, ça. Oui. Oui, pour les clôtures, pardon, Oui. je suis déjà dans mon document. Ce document également précise que pour la commune du Val d'Azay, quartier d'Aubevoie, il y a 3 zones concernées. Une zone identifiée rouge, urbaine, une zone intermédiaire en orange et une zone verte dénommée champêtre. Donc avec un règlement qui s'y rapporte sur les limites de rue et les limites séparatives. Vous avez également les 2 villages, donc les 4 hameaux de Sainte-Barbe et le village de Vieux-Villers, qui sont eux en zone champêtre, on l'imagine. Et vous avez à cette annexe des informations concernant un nuancier, les clôtures. J'ai du
mal, les nuances acceptées sur notre commune. Donc ça me semble important comme clarification, ça évitera toute ambiguïté sur les clôtures et toute ambiguïté sur les teintes, quoi, le nuancier. Alors tout le monde a noté que le blanc est proscrit. On ne peut pas avoir une façade blanche, ni un mur blanc. C'est interdit d'emblée partout sur ce document. Donc je ne vais pas vous commenter, je me suis amusé à bien le lire pour, si vous me posez quelques questions pointues, je suis prêt à répondre. Voilà. Les teintes, c'est également pour toutes les constructions, c'est pas que pour les clôtures. D'ailleurs, les teintes, c'est plutôt, oui, Ouais, ok. c'est plutôt les constructions, y compris les mots des natures, hein. C'est dedans. Hein. Sauf que là, on parle des clôtures. La construction, on passe par les permis de construire. Oui, oui, non, non, je parle, c'est quand même dans le règlement d'urbanisme. C'est quand même dans le règlement d'urbanisme. Donc c'est régi, ça. De mon point de vue, c'est bien, parce que ça va apporter une règle du jeu précise sur l'ensemble du territoire de l'agglomération Seine-Eure, et en particulier sur notre commune du Val d'Azur. Y a-t-il des questions avant de passer au vote? Alors moi, je vais apporter une précision. J'ai participé à cette commission, à ce travail depuis 2 ans. Et ce règlement a été mis en place parce que les maires, c'était un vrai sujet de discussion dans toutes les communes sur les clôtures. C'était un vrai sujet de discussion dans toutes les communes. Les gens, donc chez nous, c'était facile puisqu'on avait l'obligation de faire une DP. Donc en général, quand les gens font une DP, bah, ça passait par le service instructeur et les règles étaient à peu près respectées. Sauf que il y a beaucoup de villages où il n'y avait pas besoin de DP. Les gens refaisaient les clôtures sans avoir besoin de faire de DP. Et le souci qu'il y avait, bah, c'est qu'il y a des gens qui faisaient un peu tout et n'importe quoi. Et les maires dans les petites communes étaient embêtés parce qu'ils avaient des fois des clôtures qui étaient un peu farfelues. Et donc là aujourd'hui, il y a besoin de faire des DP partout, donc dans les 60 communes de l'agglomération. Et de ce fait, ils ont demandé à avoir un support, c'est-à-dire un règlement plus spécifique pour les clôtures, pour comme ça, bah, c'est cadré. Quand les gens viennent les voir, ils leur disent bah, c'est comme ça, comme ça, comme ça. Voilà pourquoi on est arrivé à cette décision. Je vous assure que les discussions ont été à certains moments très compliquées. Parce que quand vous dites mise en place d'un règlement, ça veut dire diminution des libertés de chacun. Et le sujet a été... Le sujet sur lequel on a discuté le plus, c'est pour les gens qui n'ont pas forcément beaucoup de moyens et qui, quand vous savez tous que quand vous faites une construction nouvelle, la dernière des choses auxquelles vous pensez, c'est la clôture. Vous faites tout le reste et la clôture arrive souvent en dernier. Et donc c'est souvent là que ça devient compliqué. Donc on a eu une certaine discussion là-dessus pour permettre à des gens qui n'ont pas beaucoup de moyens de faire une clôture le plus simplement du monde. Donc voilà. Et voilà pourquoi on est arrivé à ce règlement de clôture de façon à ce que pour les 60 maires, la réglementation soit la même dans les 60 communes et que tout le monde aujourd'hui fasse une DP de façon à ce qu'elle soit instruite de la même façon. Voilà. Merci de ce complément d'information. D'autres questions? Pardon, oui, la date d'application de cette réglementation. Alors on s'est effectivement posé la question, moi je me la suis posé la question. C'est voté au niveau de l'agglo, ça doit être voté dans chacune des communes, c'est le cas ce soir. Et là, je suis un peu sec pour répondre parce que je n'ai pas la réponse. Il faut attendre qu'il y ait le retour de toutes les communes à Je pense que l'agglo. tant que ce n'est pas voté par les 60 communes de l'AGLO, ça ne peut pas rentrer en action. Ouais. Voilà, ça va être revalidé certainement par l'AGLO pour dire que le règlement, la modification numéro 2 rentre en action. Effectivement, pourquoi je me posais la question? Parce qu'on avait un dépôt demain d'une clôture qui... Alors est-ce qu'il s'applique? Je pense que non. Non. Donc ça sera l'ancienne réglementation. Il faut que les 60 communes aient validé, que le conseil communautaire acte le fait pour que ça se réunisse. Peut-on passer au vote? Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Merci. Point numéro 3, avis sur le projet local de l'habitat numéro 4. Je passe la parole à Paulette Roussel. Le document cadre. Pardon. Excusez-moi. Le document cadre en vigueur des 60 communes de l'agglo Seine-Eure en matière d'habitat correspond au programme local de l'habitat, PLH, réalisé dans le cadre du PLUH de l'ex-CASE adopté en date du 28 novembre 2019. Du fait de la fusion avec l'ex-communauté
communauté de communes Eure-Madricène en 2019. Une actualisation a été lancée en novembre 2021. Cette actualisation a porté sur le diagnostic du territoire, les objectifs quantitatifs de production de logements et le programme d'action, tout en conservant au maximum les éléments PLH actuels. La première et deuxième phase d'actualisation du PLH ont été réalisées entre novembre 2021 et mai 2022, à savoir la mise à jour du diagnostic et l'identification des orientations qui en découlent. Ces orientations ont été validées par le Conseil communautaire de l'agglomération en date du 23 juin 2022. Les objectifs de production de logements pour la période 2023-2028 ont ensuite été affinés fin juin et début juillet 2022 à travers la tenue de réunions à l'échelle des 6 espaces de vie du territoire, la rencontre des 6 communes les plus importantes et de multiples échanges avec les élus. Ce travail a permis de préciser les projets qui se réaliseront sur chaque commune durant la période du PLH 4 et s'identifier identifier un objectif de production sur le territoire de l'agglomération de 588 logements par an, dont 147 en locatif social, correspondant aux besoins identifiés précédemment. Géographiquement, la production de logements se concentrera pour près de moitié sur l'espace de vie centre Seine-Eure, intégrant le pôle Louviers-Val-de-Reuil, et se répartira par l'autre moitié de façon équilibrée sur les autres espaces de vie. Cette répartition est plus disséminée concernant les logements sociaux, témoignant de la volonté de mieux équilibrer l'offre sur l'ensemble du territoire. 5 ateliers ont été parallèlement organisés avec les acteurs de l'habitat du territoire ainsi qu'un certain nombre d'élus afin d'établir le programme d'action thématique. Véritable feuille de route de la politique habitat de l'agglomération, celui-ci s'appuie sur 3 piliers. Un territoire attractif et économe en énergie et en foncier, un territoire qualitatif et solidaire pour tous, une intercommunalité autorité organisatrice de l'habitat. En ont découlé 15 fiches actions précisant le rôle de l'agglomération de ses partenaires de façon chiffrée et phasée pour mettre en œuvre le PEH 4 sur les 6 prochaines années. Suite à son arrêt par le Conseil communautaire en date du 24 novembre 2022, le projet de PEH 4 a été transmis par l'agglo Seine-Eure à chaque commune membre pour avis dans un délai de 2 mois après transmission du projet qui comprend un diagnostic établissant le bilan synthétique du PLH précédent et analysant le fonctionnement du marché local et les conditions d'habitat sur le territoire. Un document d'orientation qui énonce les objectifs du PLH et indique les principes retenus pour permettre le développement d'une offre de logement suffisante et diversifiée. Le programme d'action avec 15 fiches actions thématiques déclinant la politique locale, les fiches communales détaillant les objectifs de production par commune, dont ceux concernant le locatif social, ainsi que les opérations envisagées correspondantes. Ces différents éléments détaillés sont en annexe du présent ordre du jour. Là, c'est un grand dossier. C'est bien détaillé d'ailleurs. Je ne sais pas si vous avez vu, mais ça explique bien tous nos besoins, quoi. Concernant la commune du Val d'Azé, l'objectif de production de logements sur la période 2023-2028 est de 85 nouveaux logements, dont 28 logements sociaux. Y a-t-il des questions? Non, pas de questions. On peut passer au vote. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? À l'unanimité. Merci. Point numéro 4, modification de la sectorisation scolaire. Je passe la parole à Madame Benoît. La
sectorisation scolaire actuelle ne permet plus aujourd'hui d'assurer un équilibre des effectifs dans les différentes classes des groupes scolaires de la commune. Dans le souci du bien-être de tous les enfants, de tous, enfants, parents, enseignants, il convient d'élargir le secteur évolutif initial afin d'apporter une plus grande souplesse dans la gestion des effectifs sur les groupes scolaires et d'éviter autant que faire se peut des fermetures de classes, qui conduiraient à des classes surchargées. Ces changements seraient réalisés en priorité à partir des inscriptions des nouveaux enfants en première année de maternelle et cours préparatoires en élémentaire pour la rentrée de septembre 2023, selon la proposition ci-dessous. Donc, en dessous, on vous a mis toutes les rues. Vous avez tous eu un plan. Il faut savoir que nous avons quand même perdu beaucoup d'enfants ces dernières années. Que cette année, normalement, on évite une fermeture au soleil, mais on la craint jusqu'à la semaine dernière. Il faut savoir que les écoles ont encore perdu quelques enfants là, courant janvier. Donc on espère qu'il y en a d'autres qui vont arriver. Donc on espère qu'en créant cette nouvelle zone entre guillemets tampon, on va pouvoir mieux équilibrer les enfants dans les écoles pour éviter des fermetures et plus de confort pour tous. Est-ce qu'il y a des questions? On peut passer au vote. Qui vote contre? Ah oui, c'est vrai, excusez. Je l'ai écrit sur votre feuille. Il y a 3 personnes qui participent pas au vote. Madame Chalupé, Madame Chabagny et Joran, parce qu'elles sont élues parents d'élèves. Excusez-moi. Donc, qui est-ce qui vote contre? Abstention? Unanimité? Merci. Donc, affaires financières. Partage de la part communale de la taxe d'aménagement, annulation de la convention de reversement. Je passe la parole à Monsieur Jarry. Donc 2 délibérations. Alors, donc c'était au mois de novembre dernier, nous avons passé une délibération qui fait suite à une première délibération de la communauté de communes concernant donc le reversion de la taxe d'aménagement, ou d'une partie de la taxe d'aménagement, à justement la communauté de communes, la communauté d'agglo Seigneur. Donc nous avions voté effectivement de reverser 10% de notre taxe d'aménagement vers la communauté d'agglomération. La communauté d'agglomération a modifié sa demande et a annulé cette demande-là, purement et simplement. Donc, à nous maintenant de délibérer pour aussi annuler le reversement prévu vers la communauté d'agglomération Seigneur. Voilà, donc c'est l'objet de cette délibération. Donc, est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Donc, on avait passé une première délibération, on l'annule, purement et simplement. Donc, on garde la taxe d'aménagement intégralement pour la commune. Ça fait des recettes supplémentaires. On reconnaît il faut charger des finances. Et donc, on en a besoin. Pas de questions? Moi, j'ajoute simplement que c'est suite à un revirement de l'État qui a considéré que ce n'était plus une obligation, mais une possibilité de reverser à l'agglomération. Qui a conduit à cela. D'accord. C'était pour rajouter. On remercie l'agglomération d'avoir pris cette décision aussi. Vous aurez pu quand même maintenir le dispositif. D'autres questions? On va passer au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Unanimité? Je vous remercie. Ensuite, dans le cadre du passage en M57, il y a lieu de fixer le mode de gestion des amortissements des immobilisations. Vous savez que lorsqu'on fait l'acquisition d'une immobilisation, on doit l'amortir. Et donc il y a un tableau qui est prévu. Donc vous avez le tableau dans l'ordre du jour, avec donc les durées d'amortissement prévues pour chacun des investissements que nous sommes amenés à faire. Alors il y a une particularité, c'est que tous les investissements qui sont inférieurs à 1000 € TTC
resteront en amortissement linéaire et ceux qui sont supérieurs donc à 1000 euros TTC, on les amortira comme la M57 l'exige au prorata temporis. Hein, c'est-à-dire que dès la mise en service de l'immobilisation, on commence déjà à amortir l'achat, en sachant que ce n'était pas obligatoire dans la M14, on restait en linéaire, on commençait à amortir le 1er janvier de l'année suivante. Voilà. Donc là maintenant, pour un exemple, on achète un ordinateur, l'ordinateur il est en service demain, on commencera à amortir demain. Voilà. Sur la durée qui est prévue dans le cadre. Une autre exception, la collectivité est susceptible d'acquérir des biens d'occasion. Donc une valeur moindre, qui ont déjà servi. Et dans ces cas-là, donc, on divisera la durée d'amortissement de moitié par rapport aux biens neufs, de même catégorie. Ok. Est-ce que j'ai été assez clair? Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Non? Personne? Très bien. On va passer au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Question numéro 7, avance de participation financière 2023 au syndicat intercommunal Gaillon-Aubevoie pour la construction d'un complexe cinématographique SIGA 3C. Et je passe la parole à Fanny Papy. Pour commencer, nous ne prendrons pas part au vote, donc Monsieur Collat, qui a un pouvoir pour Monsieur Thierry, Monsieur Lejeune et Monsieur Jarry. Comme les années précédentes, il y a lieu de faire une avance de participation financière au SIGA 3C. En effet, le SIGA 3C a contacté en 2006 un emprunt d'1,2 million pour financer la construction d'un complexe cinématographique sur une durée de 30 ans. L'échéance annuelle tombe début mars de chaque année. Aussi, afin de permettre au SIGA de régler chaque année au début du mois de mars l'annuité d'emprunt et dans l'attente du vote du budget primitif 2023 qui fixera les participations annuelles, il y a lieu d'attribuer une avance de participation financière au SIGA 3C d'un montant de 40 000 euros. Et ce, afin de ne pas... Ça suit, c'est bien. Ça suit, c'est bien. Je viendrai après. Et ce, afin de ne pas mettre en difficulté financière le SIGA 3C. Il est proposé également à l'Assemblée délibérante de valider le principe que cette avance de participation financière d'un montant de 40 000 euros soit versée chaque année au SIGA 3C, et ce jusqu'à l'expiration du dit emprunt de 2036. Pour l'année 2023, le montant prévisionnel de la participation de la commune du Val d'Azé est de 68 000 euros. Mais le montant définitif sera acté lors du vote du budget 2023. Il est à noter que la commune de Gaillon verse la même avance de participation, 40 000 euros, avant le 1er mars de chaque année. Alors, vous annulez la dernière phrase parce que c'est faux. Il verse que 37 000 ? Non, sauf que la commune de Gaillon ne fait pas d'avance. Ils versent la totalité lors du vote de leur budget. Donc cette phrase-là, il faut la retirer. Parce qu'elle n'a pas lieu d'être. Il faut la retirer de la délib, elle n'a pas lieu d'être. Donc, effectivement, comme vous avez pu voir, il était indiqué donc 37 500. On arrive donc aujourd'hui à une échéance, au niveau de la trésorerie, il y a un besoin de 80 000. Étant donné que c'est une avance, les 37 500 ne suffisent pas. Donc là, il a été décidé de porter l'avance de moitié jusqu'à 40 000. C'est pour ça qu'on est passé de 30 000. J'insiste bien sur le fait que c'est une avance, puisque ce sera régularisé sur le vote du budget. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? Donc il nous restera 28 000 à donner en trésorerie pour le SIGA. Voilà. On va passer au vote. Y a-t-il des oppositions? Je n'en vois pas. Des abstentions? Non plus. Je vous remercie. Point numéro 8, autorisation au maire d'engager liquidité et mandater des dépenses d'investissement avant le vote du budget primitif 2023. Et je repasse la parole à M. Jarry.
Alors, comme vous le savez, une commune ne s'arrête pas à vivre pour autant, même si le budget n'est pas encore voté par le conseil municipal. Et donc, nous avons des besoins, notamment possibles en investissement. Et on a besoin donc de répondre, de faire ces acquisitions-là. C'est la raison pour laquelle on doit passer une délibération pour que la machine puisse tourner et qu'on puisse faire ces investissements avant le vote du budget. Alors, c'est cadré par la loi. En fait, on ne peut passer avant le vote du budget qu'un quart des montants de l'investissement de l'année N-1. Donc, c'est ce que vous avez comme somme. Le montant maximum de crédits pouvant être ouvert avant le vote du budget d'investissement 2023 est de 1 542 641 €. Okay, ça représente le quart de l'investissement de 2022. Aujourd'hui, donc, on a une liste de besoins précis. Il y en a donc pour 43 550, donc largement en deçà du plafond maximum. Et donc, je vous demande de bien vouloir accepter qu'on puisse faire ces acquisitions et qu'on puisse mandater ces sommes-là avant le vote du budget. Est-ce qu'il y a des questions? Tout est clair? C'est bon. On va passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Unanimité. Je vous remercie. Je continue. Alors, donc, une demande de subvention au titre du Fonds interministériel de prévention de la délinquance. En fait, la police municipale a besoin d'acheter ou de renouveler, non, d'acheter du matériel de communication, c'est ça? Matériel de communication, radio. Voilà. Et cet achat peut être subventionné par l'État au titre de la subvention FIPD. Donc voilà le plan de financement. Donc le montant total de l'acquisition, c'est 8 115,16 €. Et donc on peut subventionner à hauteur de 36,22%. Donc pour un montant de subvention de 2 940 €, portant à la charge de la commune 5 175,16 €. Ok. Donc on va demander la subvention. Vous êtes d'accord pour qu'on fasse ça? Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Tout le monde est d'accord. Je vous remercie. Affaires diverses. Donc la décision 33/2022 de conclure avec la société SAS AACD de Vernon un avenant numéro 2 au marché de maîtrise aux d'œuvre pour la réhabilitation et l'extension de l'espace culturel Marcel Pagnol. Cet avenant numéro 2 a pour objet d'ajuster le forfait de rémunération sur le montant des travaux suite à la validation du dossier APD par le maître d'ouvrage. Cela permet de fixer le montant du forfait définitif de rémunération de la maîtrise d'œuvre sur la base d'un montant de travaux au stade APD arrêté pour la somme de 2 110 000 €. Le montant d'honoraires fixé au contrat, article 4 de l'acte d'engagement, est ainsi ajusté pour passer de 151 700 € à 186 000 € hors taxe, conformément à l'article 7.2 du CCAP. Cet avenant numéro 2 fixe également la répartition de rémunération entre le mandataire AACD et ses ex-co-traitants. Décision 34/2022 de réaliser un virement de crédit en section d'investissement sur le budget annexe local commercial, qui est lui géré en hors taxe, en enlevant la somme de 6 000 € hors taxe du chapitre 020, dépenses imprévues, pour la transférer vers le chapitre 23, immobilisation en cours, article 23.13, construction, afin de pouvoir engager le lot électricité pour la construction du snack park. La décision 35/2022, l'attribut est signé le marché numéro 2022-15 pour le lot 8, électricité, attribué à la société SARL-SCE AE de Buchy pour un montant de 21 080 € hors taxe. Ainsi, le montant global du marché de travaux pour la construction d'un snack park, tout lot confondu, est établi à 244 679,77 € hors taxe. La décision 36/2022
De conclure avec la société Nourest Restauration, 6 Mont-Saint-Aignan, un avenant numéro 3 au marché de prestations de services relatifs à la préparation et à la livraison de repas en liaison froide dans les cantines municipales du Val d'Azé, portant sur la prise en compte de l'augmentation importante des coûts des denrées en 2022, avec une augmentation des tarifs du marché de 6,11% à compter du 1er janvier 2023. À compter de cette date, les tarifs de repas seront les suivants: 2,37 € pour les maternelles et les primaires, 2,91 € pour les adultes et 3,54 € pour les pique-niques. Et une dernière information, je l'ai dit hors du conseil municipal. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas de questions. Donc, je vais clore le conseil municipal.